Hot Springs 911. Hey, I'm at out of the street. We heard shots go off. There's a guy out here who's been shot and he's gaggling blood and he was screaming. Ma'am, what's the address? Autumn Street. Autumn, someone's been shot? Yes, ma'am. Someone's been shot. He's outside screaming help. Is he black male? What? He's black. We've got officers in route, hon, okay? Is he sitting up, conscious? But for now he is. He keeps falling on the ground. I think he just went out. He's got blood all over him. Hey! Come on. Yeah. Hey! He's about to go. Hey! He's about to go. He's like about to die for real. 21, respond to a shooting. Multiple callers, heard at least 4 shots. I got you. 178, lifetime emergency. Hey man, come on man, stay awake, come on. Come on, stay awake, stay awake. What's up, man? Hey, wake up, buddy. Come on, wake up, man. Hey. Wake up. What's your name? God, I don't know where you got hit. 178 to 21, we're gonna need the ID. Wake up, man. Quand je suis arrivé, il y avait des gens partout. J'ai vu un homme allongé devant la porte d'un appartement. Il était couvert de sang, mais je n'arrivais pas à voir d'où il saignait. Wake up, man. Environ 2 minutes après, les renforts sont arrivés. What do we need to do with him? As far as, I mean, yeah, I don't want to not do anything medical, but I don't know. Do you know who he is? Découvrir une personne dans un état aussi critique, c'est délicat. D'autant que je ne suis pas formé pour soigner les blessures à la tête. C'est dur de vouloir aider, mais de ne rien pouvoir faire. Man, he's moving his head a little bit. I don't know where he got hit. He kept saying his mouth, they said, I guess. 127. Coroner, as in what other notifications? Yeah. They said he came running from over there. 103's over there now. Over here. No. L'homme ne bougeait plus. Il ne respirait plus. Les ambulanciers l'ont examiné, ils ont trouvé une plaie par balle et ont constaté le décès. Mes collègues ont fini par l'identifier grâce à ses empreintes digitales. Il s'appelait Keon LaShawn Jackson. Il avait 21 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais serveuse au bar d'un restaurant. Il est entré. Ses amis et lui se sont installés en terrasse. On s'était déjà croisés et quand il m'a vue et qu'il m'a reconnue, il m'a fait un grand sourire. J'ai tout de suite craqué.
en un clin d'œil. Je l'ai contacté après le travail et de là, on s'est mis ensemble. C'était un vrai conte de fées. On a compris qu'on voulait passer notre vie ensemble. Alors, on a décidé de faire un enfant. Quand le test de grossesse a confirmé que j'étais enceinte, on était fous de joie. On allait être parents et fonder notre famille. J'ai toujours beaucoup de mal à accepter sa mort. C'était comme dans les films, quand on voit le personnage s'effondrer et se mettre à hurler. En fait, c'est réaliste parce que c'est comme ça que j'ai réagi. J'ai perdu toute sensation dans mon corps. Je me suis écroulée. Je n'avais plus aucune force et je n'arrivais plus à m'arrêter de crier. On n'est pas préparé à ça. Toute ma vie a basculé en l'espace d'un instant. Okay, ma'am. I just need to get some info from you really quickly, okay? Did you see anything? Okay. All right, what is your name? À ce stade, je savais que c'était un homicide. Il fallait rassembler les témoins et obtenir des informations au plus vite. La femme qui avait appelé les secours et sa nièce étaient près de la victime. Heard 4 shots. It was real faint, and then I heard. You came out that door first? Well, actually, I think she was out here first. Okay, but then in reference to this, you came out of this door before she did? Okay, you came outside. You saw him running from the street, like where that tree is, or where was he at? He was coming from this way, like just like in our road, like as he was coming. As if You mean your parking lot here? Yeah, in our parking lot. He was coming this way across the parking lot. Yeah. And like he came over here and he sat right here. He already knocked on the door. And so you saw him headed. Elle a dit qu'elle ne le connaissait pas et qu'elle l'avait vu tituber entre les appartements au milieu du lotissement. Il frappait à une porte en demandant de l'eau parce qu'il avait soif. Il n'arrêtait pas de répéter ça. He actually fell on the ground out there. Headed east. In parking lot. Fell. And then you said he came over here banging on this door? On number 30. And it's all over their door handle now. Yeah. Knocking. Yeah, our doors are locked. 30, don't do that ever, that's not safe. Herman 30 door, asking for water? No, he was calling help. At that time, he was calling help. When I went to him, he was sitting down. Like, when I got to him, he was sitting down, and he was like, oh, I can't breathe. C'est tout ce qu'elles ont pu me dire. Elles ont entendu des coups de feu, elles l'ont vu, et c'est tout. Well, what I'm thinking though, if the blood comes from up there, he probably ran down here and got in the parking lot and then went back and forth, you know? But they said that everyone that's seen it said they saw him coming from right here. Yeah, I don't know. I guess Shane and them found the blood trail that heads up that way. On a remarqué des traces de sang qui partaient de l'endroit où était le corps. Il fallait absolument les suivre pour remonter jusqu'au lieu de la fusillade. Ça nous permettrait de trouver le point de départ et de collecter des indices et des pièces à conviction. La victime a été retrouvée sur Autumn Street. Les traces de sang couraient jusqu'à la rue voisine et s'interrompaient au milieu d'un parking. Si la piste s'arrêtait là, c'est que la rixe avait probablement commencé à cet endroit. Il y avait des traces de lutte. Yeah, they said he was on the passenger side. That's the exhaust from the car, right?
Yeah. Right there. He's on the passenger side. There's... That's wrappers for a blunt. Yeah. Mes collègues ont retrouvé un sachet de cannabis sur un parking, à une quarantaine de mètres du lotissement. Ça voulait dire que c'était une histoire de drogue et que tout avait démarré sur ce parking. Le coupable courait toujours. Il était armé et dangereux. Ce soir-là, Keon et moi, on était au lit. On avait pris notre douche et on était prêts à s'endormir. Il a reçu un message sur Facebook Messenger d'une personne qui voulait acheter de l'herbe. Et ça lui rapporterait $80, alors il y est allé. Il m'a dit qu'il reviendrait tout de suite après. Vers 2h20 du matin, je l'ai appelé, mais il n'a pas décroché. Je lui ai écrit, il n'a pas répondu ni lu mon message. Je l'ai rappelé, mais son téléphone avait dû s'éteindre. Je suis tombée directement sur sa boîte vocale. J'ai commencé à m'inquiéter. Alors, jusqu'au lever du soleil, j'ai pas arrêté de l'appeler, parce que je savais qu'il avait dû lui arriver quelque chose. Et puis, j'ai vu aux infos locales qu'il y avait eu une fusillade et qu'il y avait un mort. Un médecin légiste avait été appelé. J'ai téléphoné pour savoir si le corps qu'ils avaient emmené était le sien. Et ils m'ont répondu que oui. J'ai compris pourquoi il n'était pas rentré à la maison. Tout s'est écroulé autour de moi. Après ça, j'ai contacté l'inspecteur et je lui ai envoyé toutes les informations dont je disposais. Elle m'a téléphoné et elle m'a expliqué que Keon était censé retrouver une certaine Morgan. Il avait discuté avec elle sur Facebook Messenger. Donc on a décidé d'aller sur le profil de Keon pour relever toutes les Morgan dans sa liste d'amis. On est tombé sur Morgan Tollefson, qui était déjà connue de nos services parce qu'elle avait eu quelques ennuis mineurs avec la justice. Donc on a décidé de commencer par elle. J'ai lancé une alerte à toutes les patrouilles pour la retrouver. J'ai fourni son signalement ainsi que celui de sa voiture. Morgan nous a contactés un peu plus tard, en disant qu'elle savait qu'on voulait lui parler. L'agent Green est allé la chercher et l'a ramenée au poste. How you doing, Morgan? Have a good sit over here for me. That's my chair. You're all right. It's okay. Sorry it took so long. It's a busy, crazy day. Pour commencer, j'ai cherché à savoir si elle connaissait Keon et quelle était la nature de leur rapport. Et à partir de là, j'ai tenté de déterminer si c'était elle qui avait organisé la transaction avec lui. Where were you at last night? At first, I got off work at 5. I didn't get home till like 5:45 because I had to go to like 3 different places to get a phone for full activation kit. Tout en l'écoutant parler, j'ai observé ses tics, sa façon de s'exprimer, le choix de ses mots et son langage corporel. You know Keon Jackson? Keon Jackson? Yeah, we used to fool around. You messaged him last night? Yeah, it's Boo Man. That's his nickname. I don't know if his name is Laquan or Jaquan. He was trying to get a hat from you for 80. Tell me about all that. They told me that they had the money and that. Who's they? Boo Man and his brother. I don't know. I never met the dude before. You're saying Boo Man? Mm-hmm. And then, what's his name? Jaquan? Yeah, either Laquan or Jaquan, but his Facebook name is OMB Boo Man. Elle m'a d'abord expliqué qu'elle connaissait Keon et qu'elle avait sollicité la transaction pour un homme surnommé Booman. All right, so tell me about it. I don't know him that well,
I've been around a couple times, and he said he was trying to get a half for 80. And Keon had messaged me earlier that night, and he was like, I think he said he got 3.5 for 25. Which I don't know if you know, like, marijuana prices, but usually 3.5 is like $40. So that's a pretty good deal. So when they asked me who had weed, I was just like, Keon knows the prices. Let me see how much he got it for. And he said, yeah. And Okay. I just ended up. Okay, so what happened after that? Where'd y'all meet up? I wasn't there. Elle a dit qu'elle n'y était pas allée. Pourtant, c'était elle qui connaissait Keon et qui avait tout organisé. C'est un peu bizarre d'appeler un ami ou une connaissance et de lui dire « Retrouve-moi à tel endroit » pour finalement ne pas venir. D'autant que Booman ne connaissait pas Keon et qu'il ne l'avait jamais vu. So what'd you tell him? I told him to go to Spring Street. You said you were gonna meet him there? But if he's going somewhere he don't know who he's meeting, how's he supposed to know what's going on? Right, I agree. I guess I didn't even think that far. J'ai eu l'impression qu'elle ne me disait pas toute la vérité. Elle semblait vouloir minimiser sa responsabilité dans l'affaire, parce qu'elle savait qu'il ne s'agissait pas d'un banal incident. Alors j'ai décidé d'être un peu plus offensif dans mes questions. See where I'm going with that? So you might want to start being real honest. You might want to start telling me the real truth. You're 18 years old, okay? You got a long life ahead of you, okay? You set up a deal, and now that man is dead. Right now is the time to talk, okay? You're in it. What's done is done. Like I said, I appreciate you coming in here and you're talking to me. I feel like you're telling me most of the truth. Okay. You don't want to be fully wrapped up in this. Okay. Now's not the time to bullshit. Now is the time to be honest. Okay. Like I said, you don't want to be wrapped up in this. Okay. So you need to tell me exactly what happened. I know it's tough. Let me get you some tissue. I know it's tough, but I need you to tell me what happened. You told me you killed my baby. Look, he ain't gonna be able to get to you, okay? Whoever this is ain't gonna be able to get to you. It really is good, man. I really didn't know it was gonna happen. Au cours de l'interrogatoire, Morgan s'est vite rendu compte qu'elle ne se rendait pas service en nous racontant des mensonges. Elle a fini par se mettre à pleurer en disant « Je sais que c'est lui qui l'a tué ». C'était une bonne nouvelle pour moi. Ça voulait dire que j'allais pouvoir élucider ce meurtre. Mais je savais aussi qu'il restait beaucoup de boulot à abattre, parce qu'elle ne m'avait pas encore tout dit. Il fallait la pousser à parler davantage. Tell me what happened. He told me that he was gonna buy it, like he was legit. And he told me to start walking to the car. And So okay, where were you at? I really was behind the economy, and that wasn't bullshit. So I started walking through the middle of the projects, and like I came behind, in front of the basketball courts, and walked up that way. And I saw Keon's car. Well, I don't know if it's his car, but the car was in a gray. I don't know if it was a Charger or it was a Dodge something. And as soon as It's okay. I'm sorry, my best friend got murdered in November, so It's okay. for like the same shit. So I understand. I get it. as soon as I put my hand on the passenger door,
Because yeah, because I was gonna talk to him first, and as soon as I opened it, Blue Man came running. I didn't even when I came up to the basketball courts because he was in the apartment. What's your apartment? He said it's aunts. I don't know whose it is. You saw him come out of that Yeah. apartment? Mm-hmm. Okay. And then he ran around and he opened up Keon's door. The driver door? Mm-hmm. Okay. And Keon said something like, "Whoa, what's going on?" And then he shot, I think, like 4 or 5 times. And one of them flew by my ear. My ear was like ringing for like 30 minutes. And then Keon climbed over from the driver to the passenger door. And then he started heading towards like the other section of the apartments. And Blue Man hopped in the car and he grabbed my arm. And like half my body was out, like my feet were out the door and everything. And he drove, like the one way by First Step, one of the back alleys by this White House. And he checked the car to see what was in it. The weed wasn't even in there. There wasn't anything in there really. And yeah. Where's the car at now? It's just still there. He left it there. And then he started running. So, okay, where did he drop the car? Okay, so I'm trying to think. Can you take me to it? Yeah, probably could. Elle avait mentionné un certain Bowman, et il fallait qu'on sache de qui il s'agissait. Les réseaux sociaux sont une source importante de renseignements, donc on a décidé de chercher un profil pouvant correspondre. Pendant que j'étais en salle d'interrogatoire avec Morgan, mon partenaire de l'époque était dans une autre pièce, en train de regarder des profils Facebook. Et il en a trouvé un qui était peut-être celui de Bowman. Il s'appelait Laquan Pascal. Il ne restait plus qu'à demander à Morgan de confirmer que c'était bien le Bowman en question. Is that who you know as Blue Man? Morgan nous a dit qu'ils avaient volé le véhicule de Keon après lui avoir tiré dessus. Ils avaient tous sauté en voiture et ils l'avaient abandonné plus loin. Je lui ai demandé de nous montrer où, et elle a accepté. On l'a fait monter dans une voiture banalisée et on l'a conduite sur place. Elle était criblée d'impacts de balles. Il y avait aussi des traces de sang qui n'avaient pas encore eu le temps de sécher à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. Le récupérer était capital, parce que les pièces à conviction corroboraient ce que Morgan nous avait raconté sur les circonstances du crime. C'est très difficile d'y penser au quotidien. Je ne sais pas comment je vais l'annoncer à notre fils. La semaine qui a suivi, j'ai été gravement déshydratée. J'y pensais tout le temps, même si j'essayais de m'en empêcher et de ne poser aucune question. La veille de l'enterrement, j'ai dû aller à l'hôpital pour être mise sous perfusion. J'avais l'impression d'être en train de mourir. Je me suis dit, il ne sera pas là pour voir mon ventre s'arrondir. Il avait tellement hâte que ça arrive. J'ai compris que j'étais seule. Pas seulement pour élever mon enfant, mais pour les rendez-vous chez le médecin. On en avait un 2 jours plus tard. Il ne pourrait pas venir et c'était et c'est toujours le plus difficile à accepter. On avait identifié Laquan, Morgan nous avait parlé du braquage, on avait ce qu'il fallait pour procéder à des arrestations. D'autres inspecteurs se sont mis sur le coup pour nous aider à retrouver Laquan. Ils ont fini
par aller chez la mère de Laquan. Et on a pu établir qu'il était à l'intérieur. Affirmative, we made contact with UNE and the female, and they made contact with the subject's mother. She's supposedly in her house. She's refusing right now to let us go in and check out. Okay. Sa mère et son frère ont d'abord refusé d'obtempérer. Le suspect, qui était dans la maison, refusait également d'en sortir. Notre unité a commencé à boucler le périmètre et une unité d'intervention était sur le point d'être appelée. Mais avant qu'on puisse tout mettre en place, son frère a réussi à le convaincre de sortir. Come here. Go over there with your mama. Come on. Stay right here. Hold on just a second. Check him real quick. You're good. Hey, you're good. You're good, okay? All right, my man. Good job. One. Raise your shirt up. Raise both your shirts up. All right. You're good. Take a step to your left. Come off the porch. Come off the porch. Come on back. Keep turn around. Come on back. Come on back. Come on back. Come on back. Stop. You're on his knees. Hey, go ahead and go down your knees. There you go. You stay right there, okay? I got hands off. You got toes. All right, man. Bring this left hand back. There you go. Notre principal suspect était en garde à vue, mais il fallait encore le faire parler. Une fois en détention, Laquan Pascal a été transféré au poste de police et placé en salle d'interrogatoire. How you doing, sir? You're the foreman? Take the files. How you doing? Good. Chair right here for me, please. All right, come on. Okay, before I talk to you, this is we're here at the police department. It's a formal interview, okay? Yes, sir. So I want to make sure you know understand what your rights are before I ask you anything, okay? Sir. Le but de cet interrogatoire, c'était de connaître sa version des faits et d'obtenir des aveux complets. Mais je voulais aussi savoir ce qui avait déclenché cette situation et si d'autres personnes étaient impliquées dans l'affaire. Laquan, you know why you're here today? I think so. Why do you think you're here? Because they said that I murdered someone. Okay, who said that? Well, that's what the streets tell me. Okay, so tell me about it. I would like to have a what's name present before I talk. A what? Attorney present. Okay, no problem. C'est toujours démoralisant quand la personne demande un avocat, mais c'est un droit constitutionnel absolu. Obtenir des aveux, c'est toujours notre objectif principal. Mais dès que la personne demande à parler à un avocat, tout s'arrête. All right, well, hang tight. We're going to get the paperwork done, and we'll get you transported over. Somebody will come in and get your picture and stuff in a little bit, and we'll get you transported over here in a little bit. J'ai quitté la pièce. Laquan est resté seul. Il avait l'air de réfléchir et de se demander ce qu'on fabriquait. Au bout d'un moment, il a toqué à la vitre et il a voulu me parler. Yes, sir. Sir. Yes, sir. What will I beg to know what's like going on? Because you said that, I said that I wasn't willing to talk without an attorney, but yes, like, I was wondering, like, what's up?
I know. I told you, remember about the murder. That's what I'm saying. Like, yeah, you have an arrest warrant for murder in the first degree, aggravated robbery, and theft of property. Okay. all right. Okay. I've got the paperwork done. All I'm waiting is somebody to come pick you up. Okay. I mean, beyond that, we can't talk about the case. Okay. Je lui ai dit, on ne peut pas en parler. Vous avez demandé un avocat, j'ai donc interdiction de parler de l'affaire avec vous. Yeah, so when will someone be able to try to come and discuss about me watching, like who gonna come talk to me? What I'm saying? How we just gonna talk, like when, If you want to talk to me, you have to tell them that you want to talk to me. If you don't, you and I won't talk again about this. Cool? Yeah, good. Goodbye. Sorry, sir. What? Just me. What are you talking about? I'm sorry, sir. I couldn't. D'un côté, j'étais ravi parce que je le tenais. Mais de l'autre, il n'était plus censé me parler. You want to talk to me? Okay. Will you talk to me without an attorney present? Yes, sir. You have to tell me that. Yes, sir. You have to tell me. Yeah, I want to talk to you without an attorney present. Okay. Can I grab my notebook real quick? Yes, sir. I'll be right back. Je me suis dit, ok, on le tient. C'est lui qui a tué M. Jackson. Mais il restait beaucoup d'inconnus. Pourquoi? Qui était avec lui? Que s'était-il passé pour en arriver là? Il fallait poursuivre l'interrogatoire. Well, this is what happened, sir. Okay, so I had a little red truck. Have y'all heard about the little red truck getting stolen? I had a little red truck that I stole. I had it for like 4 days or so now. I've been riding around and stuff. So Morgan called me off of Facebook. Is that little S10? Yes, sir. Morgan calls me off of Facebook and tells me to come pick her up. So she was like, she got some L's of leaks. People set up to rob. So she started searching for people to try to rob and stuff. I was like, nah, not him, not that, And then she was boom, I helped this guy. And then she sell weed and she was like set him up for Telegram. I was like, tell him to bring an ounce. C'était du lourd. On était loin de ce que Morgan Tollefson nous avait raconté. Elle avait tenté de minimiser autant que possible sa responsabilité dans l'affaire pour ne pas être mise en examen. We started plotting out there, plotting to where we was gonna do it at. She went outside to get in the car, and I went up, and I opened the door, and I told him to give me everything. And then I seen him reach for a gun, so I shot him. And Morgan got out the car, and the guy, he ran and got out the car too after I shot him. And then we got in the car, and then I left, and we ducked the car off, and we got a ride and separated. And that's what happened, sir. I really feel like I just told him myself now. I mean, I honestly don't care about going to jail. You clearly see I'm comfortable in here, but I mean, it is what it is. I just ready to get my life together and stuff, because even if I did get away with the murder, I probably would went back out there and killed somebody else. I mean, I can't control myself, sir. I've been in jail all my life, man. You don't like it better out here? Yeah, I do, man. Females and shit, but influenced a lot with guns. I'm in love with guns, and street guys try to sell little weed, and so-called people beefing with me, and have a temper. And in my eyes, at that moment, it was just, it's either me or him, See, I can't say that. You seem like a very respectful young man. I swear, sir, I used to go to church, went to church 11 years straight. This shit right here happened out of nowhere. Supposed to be somewhere, in school or something. My dad would tell you, he a very hard-working man. Got 7 cars in the yard now that he worked and paid for. He used to be a crackhead. And I moved from him because, I couldn't leave the house like I wanted to. He had rules. And I moved up there with my mom. I could go like I wanted to up here on the streets. And that's when it all happened.
Found my first gun and went from there. Now I done threw my life away, man. Well, like I said, you come in here, you've been honest. Hopefully we can help you salvage some of that, okay? Yes, sir. Yeah, as far as I know, as far as I'm concerned, you know, you're doing the right thing. Yeah, yes, sir. I know sometimes we may not feel like it, but keep your head up. And that attitude, I mean, right there, I mean, you already know. I mean, you know what I mean? Yeah, I know. So as long as you keep that, you know what I mean? As long as you keep that head up like that and you have that attitude, hey, I can get my life together and do something. You'll be able to do something. So, you know what I mean? Yes, sir. Après avoir interrogé Laquan, j'ai compris que Morgan nous avait encore caché pas mal de choses. On l'a à nouveau convoquée pour voir si cette fois elle allait enfin nous dire toute la vérité. You're here because, remember when you and I talked and I told you to make sure that you're telling me the truth? Mm-hmm. Okay. You didn't do that, did you? What did I not tell you? About your role in this and everything that happened. Okay. Les gens savent mentir. If you're lying to me, I'm gonna find out. And I mean, I was just, I mean, it was awesome the way he come in here. I mean, he just laid everything out for me. I mean, it's in your best interest right now just to tell the truth. Get it off your chest and let's roll with this, okay? I know he's the one that shot him. You didn't shoot. I didn't know he was going to shoot me either. Okay. But we went there because we needed somewhere to post up, and I knew that that was like a bando. Do what? It was like a bando, like an empty apartment. Okay, so you knew the apartment was empty. So you took them there. Okay. And y'all were setting him up to be robbed. No, I thought he was right. Look. But he told me he wanted weed, like. And y'all were setting him up to be robbed. Yeah, I mean, come on. Yeah, he was gonna take the weed. Y'all were setting him up to be robbed. But why? I mean, why him? I mean, that's what I don't know. Blue Man just said anybody. I help you. You thought of Keon? Because he had texted me earlier saying that's what I'm trying to get. J'ai dû la travailler au corps un petit moment, mais Morgan a fini par craquer et avouer la vérité. J'étais à la fois soulagé et content. Elle était capable de dire la vérité. Laquan m'avait dit qu'il avait tiré sur Keon parce qu'il avait cru le voir se jeter sur une arme. Je voulais savoir si Morgan avait vu cette arme, parce que ça pouvait modifier les chefs d'accusation. And you never saw Keon reach for a gun? There was no gun in the car? Didn't find no gun? No. What did Laquan do with his? I don't know. You were about to say because something, what was that? Oh, when we parked the car, Laquan looked through the whole car, looked through the trunk, everything, and there wasn't any gun. He was looking for the weed, and I think that he... Grâce à ça, j'ai compris que Laquan avait utilisé cette excuse pour tenter de minimiser un peu sa responsabilité et justifier le fait d'avoir tiré. Il espérait pouvoir s'en servir comme défense par la suite. Après avoir interrogé Morgan, on a saisi son téléphone. On a obtenu un mandat de perquisition et on a extrait toutes les données. On a eu accès à tous ses messages, à ses appels, et même aux discussions qu'elle avait eues avec Laquan sur Facebook Messenger, ainsi qu'aux messages échangés avec Keon. Tout confirmait qu'elle était tout aussi responsable de la mort de Keon que Laquan lui-même.
Laquan était probablement motivé par l'argent. Il avait déjà pas mal d'expérience de la rue. On le connaissait. Même quand il était mineur, il n'avait déjà pas peur de porter des armes et de s'en servir. Qu'est-ce qui a bien pu pousser Morgan à agir comme ça? Elle devait penser que Keon était une cible facile, un moyen rapide d'obtenir de la drogue, un peu d'argent, et dans ce cas précis, une voiture. Au vu des pièces à conviction, Laquan Pascal a plaidé coupable de meurtre avec préméditation et il a été condamné à 40 ans de prison. Morgan Tollefson a aussi plaidé coupable de meurtre et elle a écopé de 25 ans de réclusion. Il me manque. Je pense à lui sans arrêt. Il m'arrive encore de vouloir l'appeler et lui parler, ou de me dire « ça l'aurait fait tellement rire » ou « il aurait adoré ça ». Ça tourne presque à l'obsession chez moi. Je pense que ce n'est pas sain et que dans 3 ans, j'aurai encore besoin de voir un psy. Surtout concernant notre fils. Et ça rend tout plus... Ça rend le passé plus douloureux. Parce que mon petit Keon est tellement drôle dans tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Il ressemble tellement à son père. C'est fou. Je ne comprends pas comment il a pu hériter des mêmes attitudes que lui. Il y a des noms qui ne restent pas seulement dans les archives judiciaires. Ils s'installent ailleurs. Dans la mémoire collective, dans les récits à voix basse, dans les documentaires regardent tard le soir, dans cette zone trouble où le crime cesse d'être un fait divers pour devenir une hantise. Ted Bundy appartient à cette catégorie sinistre, pas seulement parce qu'il a tué de nombreuses jeunes femmes à travers plusieurs États américains dans les années 70. Pas seulement parce que le nombre exact de ses victimes semblait se dissoudre dans l'ombre des disparitions, des aveux tardifs et des soupçons jamais complètement refermés, mais parce qu'il a fusillé une croyance très ancienne, presque enfantine, que les sociétés modernes aiment conserver pour pouvoir respirer, l'idée que le danger porte un visage reconnaissable. Bundy, au contraire. Avec le genre de présence qui rassure avant d'inquiéter, il ne surgissait pas toujours comme une menace visible. Il approchait, il parlait. Il demandait de l'aide, il jouait un rôle. Il utilisait le réflexe le plus humain de tous, celui qui poussait à répondre. À se pencher, à faire confiance juste assez longtemps pour que le piège se referme. Et c'est peut-être là que commence véritablement cette histoire, non pas dans un tribunal, non pas dans une salle d'interrogatoire, non pas même sur une scène de crime, mais dans cet instant infime où une jeune femme voit un homme bien mis au sourire matrice, au ton poli, et ne sait pas encore qu'elle se trouve à la lisière de la horreur. Les États-Unis des années 70 formaient un décor immense pour ce genre de cauchemar. Le pays avait caído au milieu de ses propres secousses. La guerre du Vietnam avait creusé des fractures morales. La confiance dans les institutions s'effritait. La culture s'y transformait. Les campus s'étendaient comme des microcosmes de liberté nouvelle, de jeunesse et d'ambition dans beaucoup de villes universitaires. Les étudiantes marchaient seules, allant d'un amphithéâtre à l'autre, conduisant, travaillant, construisant des vies moins enfermées que celles des générations précédentes. Il y avait dans l'air une promesse d'autonomie, parfois encore fragile, parfois inégale selon les milieux, mais réelle. Et c'est précisément au cœur de cette promesse que se glisse un prédateur qui comprenait d'une manière froide et méthodique comment exploiter la courtoisie, la confiance, l'élan spontané de compassion. Bundy n'est pas resté dans un seul quartier, dans une seule ville, dans une seule habitude. Il a traversé les frontières des États comme on traverse des pièces différentes d'une même maison immense,
Cette mobilité contribue à son pouvoir. Elle disperse les signes avant que les pays comprennent qu'ils appartiennent peut-être au même homme. Une disparition ici. Une autre à l'UE. Une jeune femme aperçue pour la dernière fois dans un lieu banal. Une rumeur de campus. Une inquiétude chez des parents. Un avis de recherche punaise sur un panneau. Au début, rien ne portait encore les poids d'un homme légendaire. Il n'y a que des absences. Et les absences, dans les grandes affaires criminelles, sont souvent si qu'il y a des plus difficiles à penser. Parce qu'elles n'ont d'abord ni formé ni récit. Une fille n'est pas rentrée. Une amie n'a pas rappelé. Une voiture est restée à sa place. Un lit n'a pas été fait la nuit suivante. Une brosse à cheveux attend sur une commode. Une veste est restée suspendue derrière une porte, et c'est ainsi que commence le mal dans les vies ordinaires. Par un détail qui refuse de reprendre sa place dans la journée normale, puis viennent les heures, puis les appels, puis la peur. D'abord encore raisonnable, presque discipline. Puis l'inquiétude place dense. Puis c'était pensé que personne ne veut prononcer trop vite parce qu'une fois hésité, elle ne repart plus. Ted Bundy, avant d'être un monstre médiatique. C'est là pour beaucoup de familles, une force sans visage qui transformait une soirée ordinaire en trou noir. Ce qui rend son histoire si profondément dérangeante, c'est qu'elle semble toujours flotter entre deux apparences. D'un côté, il y a le tueur en série, figure désormais presque mythique de l'horreur américaine, l'homme auquel on associe une série de meurtres. Des jeunes femmes arrachées à leur avenir, une trajectoire criminelle qui traverse plusieurs états est accumulée derrière elle un sillage de souffrances difficiles à mesurer entièrement. De l'autre, il y a quel homme qui pouvait passer inaperçu. Upire paraît rassurante. Un visage propre, une manière de parler, une capacité à ajuster son comportement pour entrer dans la chambre de confiance des autres. On a souvent envie de croire que les monstres soignent la monstruosité. Cela nous arrangerait. On pourrait détourner le regard de Toms. On pourrait enseigner à nos filles, à nos sœurs, à nos amis, à quoi ressemble exactement le danger. Mais Bundy a durablement empoisonné cette consolation-là. Il la montre. Avec une efficacité presque obscène, qu'un homme peut emprunter les codes de l'éducation, de l'intelligence, de la vulnérabilité feinte, de la séduction maîtrisée, et les utiliser comme des outils de chasse. C'est pour cela que son nom provoquait encore un malaise particulier. Il ne renvoie pas seulement à la violence. Il renvoie à la trahison des apparences. Il renvoie à cette vérité difficile à supporter. Le mal peut apprendre à sourire. Il faut imaginer l'Amérique de ces années-là comme un vaste échiquier de routes. Des motels, des campus, des zones boisées, de petites villes, de grandes villes, des parkings baignés de lumière artificielle, de bibliothèques, de fêtes étudiantes, d'allées résidentielles silencieuses partout. Des jeunes femmes construisent quelque chose, des études, un avenir, une indépendance, une chambre à elles, dans un dortoir, un appartement, une colocation. Partout, d'espérance croyante encore. Avec le mélange habituel de fierté et d'inquiétude, que le monde est assez stable pour que l'on y prenne sa place. Et au milieu de cette carte immense, un homme circule avec ses pulsions, SES ruses, SES rôles successifs. Peut-être déjà séparés des autres non pas par l'évidence, mais par quelque chose de plus glaçant. La capacité à imiter la normalité avec un talent supérieur. Il faut toujours se méfier des récits qui rendent trop vite ce genre de criminel fascinant. Le vrai centre d'une affaire comme celle-ci n'est pas son aura sinistre, mais le vide qui a laisse derrière lui. Les jeunes femmes qui l'approchent, trompées, enlevées, tuées, n'étayant pas des silhouettes
destinés à nourrir la légende d'un homme et les ayants des projets. Des habitudes, des voix, des visages connus de lieux proches dans certaines lumières particulières, des gestes qui n'appartenaient qu'à elles. Des vies qui ne demandaient qu'à continuer, portant. Dans la mécanique de l'effort public, elle arrive souvent qu'un tueur célèbre avale presque tout autour de lui. Son nom grossit, les victimes. Elles doivent lutter pour ne pas être ramenées à un chiffre, à une catégorie, à une formule. C'est pourquoi l'accroche de cette histoire ne peut pas être seulement celle d'un prédateur célèbre. Elle doit être celle d'un monde ordinaire traversé par une violence qui n'aurait jamais dû y entrer. Elle doit montrer non seulement l'homme qui trompe, mais aussi les jeunes femmes qui croient encore avoir le droit élémentaire de vivre sans transformer chaque interaction banale en calcul de survie. Car c'est bien cela qui a été volé. Pas seulement des vies, pas seulement des futurs, une certaine innocence pratique du quotidien. Le fait de pouvoir répondre à quelqu'un sans se demander immédiatement s'il joue un rôle. Le fait de s'approcher d'un inconnu blessé ou embarrassé sans imaginer qu'il puisse utiliser cette mise en scène contre vous. Le fait de marcher sur un campus ou dans une ville universitaire avec la fatigue normale des fins de journée, et non avec cette vigilance écorchée que les grandes affaires criminelles installent longtemps après elles. Lorsqu'on évoque Ted Bundy, on pense souvent à son intelligence manipulatrice, à sa capacité à mentir, à son apparence extérieure, à l'ampleur de la série meurtrière. Tout cela est vrai. Tout cela compte, mais si n'est pas encore le cœur battant de la peur. Le cœur, c'est la proximité invisible entre le moment qui semblait anodin et lui a tout basculé. Une phrase adressée à la bonne personne, au bon moment. Une demande d'aide, un plâtre. Une feinte maladresse, un détail de mise en scène assez crédible pour suspendre les défenses naturelles. L'horreur n'arrivait pas toujours avec du bruit. Parfois, elle s'avance en demandant parlement. Et dans les grandes sociétés modernes, cela la rend d'autant plus puissante qu'elle détourne les règles mêmes de la coexistence civile. On apprend aux gens à ne pas être indifférents, à aider, à répondre avec décence, à ne pas traiter chaque inconnu comme un agresseur potentiel. Bundy semble avoir compris cela mieux que beaucoup. Il a compris qu'il existe. Dans toute interaction sociale, une courte fenêtre où la bonté humaine peut être utilisée comme levier. Une seconde d'hésitation, une fraction de confiance. Une politesse qui retarde l'alarme. Cette connaissance-là, dans les mains d'un homme déterminé, devient plus redoutable qu'une menace frontale. Elle permet d'entrer dans l'espace psychologique de l'autre avant même d'avoir recours à la violence physique. Voilà pourquoi l'ombre de Bundy s'étend bien au-delà du nombre exact de ses victimes. Elle représente une forme de prédateur particulièrement moderne, mobile, adaptable, capable de s'effondrer dans les paysages humains qu'il traverse. Il n'est pas seulement un homme qui tue, il est un homme qui sait approcher. Et cette compétence sinistre l'a rendu plus difficile à détecter, plus difficile à penser. Plus difficile aussi à empêcher tant que les disparitions restaient dispersées à travers plusieurs états dans les premières heures d'une affaire de disparition. Les familles ne pensent pas à un serial killer, elles pensent à un accident, à un malentendu, à une voiture en panne, à une nuit imprévue chez une amie, à une erreur. Puis les heures passant, les possibilités raisonnables s'effondrent en une. Et il ne restait plus qu'une absence devenue trop lourde. Pendency temps. Alors, dans un autre état peut-être. Une autre famille entrait dans le même tunnel. C'est ça aussi qu'elle qui a construit la terreur autour de Bundy. Cette dispersion du mal dans l'espace américain, il ne frappait pas seulement des personnes. Il frappait l'idée qu'on pouvait encore circonscrire les dangers. Le monstre n'était pas local, il voyageait. Il se déplaçait comme tout le monde, sur les mêmes routes.
dans les mêmes lieux publics, avec les mêmes vêtements ordinaires? Les mêmes gestes sociaux, il faut prendre la mesure de ce que cela fait à l'imaginaire collectif. Quand on tour opère dans un quartier unique, on peut se raconter qu'il habite ce territoire-là. Qu'il est la maladie spécifique, qu'il suffit de s'en éloigner pour respirer un peu. Mais Bundy, lui, a contribué à installer une autre forme d'angoisse, plus large, plus diffuse, une angoisse qui n'appartient plus à une seule ville, mais à la circulation elle-même, au campus, à la route, à la promenade, à la rencontre imprévue, au geste de s'arrêter parce qu'un homme semblait avoir besoin d'aide. Cette affaire ne commence donc pas comme un récit de poursuite haletante. Elle commence dans un pays immense qui ne sait pas encore qu'il allait entrer dans sa décennie l'un de ses prédateurs les plus tristement célèbres. Elle commence dans des visions, parfois studieuses, parfois encore en train de s'inventer, dans des après-midi de soleil, des soirs de pluie, des départs anodins, des conversations inacheves, des chambres ou des livres restant ouverts, des tasses séchant en évier, des lettres attendant une réponse. Elle commence aussi dans le malentendu fondamental qui fera la force de Bundy, si que l'on voit ne correspond pas à ce qui vient. Il se peut être cette fracture-là, plus que toute autre, qui a fait de lui une figure aussi durable de l'horreur américaine. Les tueuses en série effrayant par leurs actes. Certains, plus rarement. Effrayant aussi par sequels révélant nos systèmes de perception. Bundy a révélé quelque chose de profondément inconfortable sur le regard humain. Nous lisons les signes extérieurs. Nous faisons confiance à des codes. Nous évaluons vite. Nous associons la violence à certaines allures. Certaines marginalités. Certaines ruptures visibles avec la normalité. Lui semblait savoir s'installer dans l'angle mort de ses réflexes. Il n'avait pas besoin de paraître diabolique. Il lui suffisait de ne pas paraître immédiatement dangereux. À partir de là, tout devenait possible. Et lorsque le public commence à comprendre l'ampleur probable de ces crimes, ce n'est pas seulement la peur d'un homme qui s'est installé, c'est la peur d'avoir été trompé par ce que l'on croyait savoir des autres. Dans les grandes affaires criminelles, il y a toujours un moment où l'histoire s'arrache à sa chronologie stricte pour devenir symbole. Ted Bundy est devenu le symbole d'une menace à visage calme, d'une prédation qui passe par le charme, d'un tour qui ne se contente pas d'attaquer mais qui séduit, manipule. Ajuster son masque à la vulnérabilité de ses proies, son nom. Des lors ne renvoie plus seulement à une suite d'enquêtes. De meurtres et de procès, il renvoie à une rupture dans l'imaginaire américain. À la découverte que le danger peut parler doucement, se tenir droit. Paraître presque banalement presentable, et pourtant porter en lui une violence abyssale. C'est dans cette contradiction que s'ouvre notre récit, non pas avec la promesse d'une simple histoire criminelle, mais avec l'entrée progressive dans un cauchemar moderne, où les routes reliant les victimes, où les campus produisent des absences, où les familles apprennent à redouter les heures qui passent, et où un homme traverse les états importantes avec lui non seulement des vices, mais une part de confiance collective qui, une fois détruite, ne revient jamais tout à fait. Car qu'est-ce là, au fond, l'accroche véritable de l'affaire Bundy, un pays immense. Des jeunes femmes pleines d'avenir, et au milieu de cette jeunesse en mouvement. Un prédateur assez habile pour faire de son apparence un passé. Partout vers l'horreur, le contexte des meurtres de Ted Bundy ne peut pas être compris comme le simple décor d'une série criminelle. Il faut le voir comme une époque entière en train de changer de peau, un pays vaste, nerveux, plein de contradictions, où l'illusion du progrès cohabite avec des fragilités que beaucoup ne voulaient pas encore regarder en face. L'Amérique des années 70 n'était pas seulement un territoire de routes sans fin. Des campus universitaires et de motels éclairs en néon qui étaient aussi une société secouée.
Sorti d'une décennie de bouleversements culturels, politiques et moraux, et qui tentait de se convaincre qu'elle avançait plus de liberté sans toujours mesurer le prix de cette transformation. Les jeunes femmes circulant davantage, étudiant davantage, vivant parfois seules, conduisant d'un état à l'autre, entrant dans des universités où l'avenir semblait enfin leur appartenir en paix place. Sur le papier, c'était l'histoire d'une émancipation. Dans la réalité, cette liberté nouvelle s'exerçait encore dans un monde profondément façonné par des réflexes anciens, par des rapports de pouvoir invisibles, par une violence masculine que l'on savait nommer trop tard. Une fois le drame déjà arrive, c'est dans ce frottement entre autonomie croissante et vulnérabilité persistante que Ted Bundy trouve son terrain. Il n'a pas inventé la violence. Il a exploité un moment historique où beaucoup de femmes apprenaient à occuper l'espace place librement. Pendant que la société, elle, n'avait pas encore construit toutes les protections, tous les réflexes, tous les langages nécessaires pour accompagner ce changement. Il y a dans les années 70 une énergie particulière. Presque contradictoire, les campus américains sont des lieux d'élan, de brassage, d'ambition. On y parle politique, avenir. Désir de vivre autrement. On y fume. On y debate. On y aime. On y doubt. Les étudiantes marchant entre les bâtiments avec des livres serrés contre elles. Les cheveux soulèvent par le vent, la tête déjà pleine de courses. De projets, de disputes sentimentales. De loyers à payer, de petits boulots. De rêves encore informes, la vie universitaire donne l'impression du monde en mouvement. Où l'on peut recommencer, is inventor. Devenir quelqu'un, si elles sont des lieux qui respirent la jeunesse. Et la jeunesse, par définition, croit qu'elle a du temps, elle croit qu'elle a devant elle des années pour accourir. Recommencer, tomber amoureuse. Changer de ville, écrire, partir, revenir. Rien n'est plus cruel que l'éruption d'un tour dans un tel paysage, parce qu'il s'attaque moins à des biographies achevées qu'à des trajectoires ouvertes. Chaque victime potentielle de Bundy portait en elle un avenir de multiplie, et c'est cela qui rend le contexte si douloureux. Ces femmes ne vivaient pas dans un monde déjà détruit. Elles vivaient dans un monde qui leur promettait encore quelque chose. Pourtant, cette promesse était moins solide qu'elle n'en avait l'air. On ne peut pas parler de cette période sans parler de la manière dont les femmes avaient été élevées à se comporter. Aider. Répondre avec politesse, ne pas présumer trop vite du danger. Ne pas humilier un homme qui demande un service. Ne pas se montrer inutilement dur. Tout un code de conduite invisible pesait sur elles. Et ce code avait l'air d'être de la simple civilité. En réalité, il les plaquait souvent dans des situations où la seconde hésitation pouvait coûter très cher. Une jeune femme qui voit un homme avec le bras en écharpe ou en plâtre, qui semble peiner à charger quelque chose dans une voiture, qui demande un coup de main avec une voix poussée, ne fait pas immédiatement le calcul d'un piège meurtrier. Elle fait ce que des années d'éducation sociale lui ont appris à faire. Elle évalue. Elle se montre humaine. Elle accepte parfois d'aider. Le contexte de l'affaire Bundy, c'est aussi cela. Un monde où la bonté ordinaire n'avait pas encore appris à se défendre contre certaines formes de mise en scène prédatrice, ce n'était pas de la naïveté au sens simpliste. C'était de la confiance fonctionnelle, celle sans laquelle la vie commune devient impossible. Or Bundy semble avoir compris, avec une intelligence Freud. Comment pénètre précisément cette zone-là? Les États-Unis des années 70 sont également marqués par une géographie qui complique tout. Le pays est immense. Les distances sont longues. Les juridictions sont fragmentées. Une disparition dans un état ne résonne pas forcément tout de suite avec une disparition dans un autre. Un homicide ici, une jeune femme introuvable à Lille.
Des restes découverts à 10 km, des services de police qui ne changent pas encore avec la fluidité qu'on imagine aujourd'hui. Une culture de l'enquête encore largement locale, parfois cloisonnée, parfois ralentie par des rivalités administratives, par le manque de coordination, par l'absence d'outils centralisés vraiment efficaces pour un prédateur mobile. Si contexte constitue un avantage redoutable, bandit n'était pas seulement dangereux parce qu'il savait approcher ses victimes. Il l'était aussi parce qu'il évoluait dans un système où les points de la carte restaient trop longtemps séparés, où une jeune femme disparaît dans l'État de Washington. Une autre en Utah, une autre au Colorado. Les noms changent, les familles changent. Les paysages changent, mais la logique derrière certains faits met du temps à apparaître. Et pendant ces temps, l'homme qui circule profite du décalage entre la vitesse de ses déplacements et la lenteur institutionnelle du rapprochement. C'est pourquoi le contexte doit être pensé à la fois comme psychologique et logistique. Bondi se déplaçait dans une Amérique qui, malgré sa modernité apparente, était encore un puzzle de polices locales, de dossiers séparés, de mémoires incomplètes. Il y avait aussi la culture médiatique, qui jouait un rôle ambigu. D'un côté, les journaux, la radio, puis la télévision permettaient de diffuser l'information, de faire circuler des portraits, des hypothèses, des alertes de l'autre. Le traitement des disparitions de jeunes femmes restait souvent prisonnier des cadres narratifs limites. On parlait parfois de fougue, de mauvaise fréquentation, de vie privée compliquée, de départ volontaire, surtout au début. Une jeune femme adulte et absente n'était pas immédiatement considérée comme victime d'un crime. Il fallait parfois des jours, parfois place, pour que l'inquiétude devienne urgence publique. Si délai dans les affaires sérieuses est un abîme, il permet au tueur de s'éloigner, de dissoudre sa trace, de profiter de la confusion initiale. Et-il dit aussi quelque chose de la valeur sociale accordée à certaines absences. Quand une femme jeune disparaît, il existe souvent autour d'elle un premier nuage de présomptions injustes. A-t-elle voulu partir? A-t-elle suivi quelqu'un? A-t-elle menti? A-t-elle eu une conduite imprudente? Si le réflexe de déplacer légèrement la suspicion vers la victime potentielle n'est pas anodin, il appartient pleinement au contexte. Il ralentit l'empathie. Il disperse la colère. Il offre au prédateur quelques heures ou quelques choses précieuses. Ted Bundy a opéré dans ce monde-là, un monde où les femmes pouvaient en disparaître d'être. Dans un premier temps, absorbés par les ambiguïtés sociales qu'on collait à leur choix supposés. Il faut également tenir compte de la manière dont la violence sexuelle et meurtrière était pensée à l'époque. Le tueur en série, comme figure publique structure, n'occupait pas encore la place massive qu'il prendra ensuite dans l'imaginaire américain. On comprenait qu'il existait des meurtriers multiples, bien sûr. Mais le langage mime pour penser certains profils, certaines répétitions, certaines signatures psychologiques étaient encore en train de se construire. Les enquêteurs devaient souvent travailler avec des outils conceptuels inégaux, dans un territoire où la psychologie criminelle n'avait pas encore l'autorité narrative qu'elle aurait plus tard. Cela signifie qu'un homme comme Bundy pouvait rester plus longtemps dans les zones floues de l'interprétation. Il n'était pas immédiatement lu comme le centre d'une structure sérielle cohérente. Il apparaissait parfois à travers des fragments, des comportements étranges, des témoignages partiels, des soupçons dispersés. L'époque n'offrait pas encore une lecture unifiée, rapide, presque automatique de ce genre de menaces. C'est aussi pour cela qu'il a pu s'effondrer aussi longtemps dans le tissu du quotidien, en parallèle. Il existait une autre donnée essentielle, l'apparence. L'Amérique des années 70, comme beaucoup de sociétés,
Continuez d'associer les dangers visibles à certaines marges visibles en se méfiant à place facilement de marginal evident. De le homicide, ivre, desocialize, agressif. Que du jeune homme propre sur lui, capable de conversation. D'un certain vernis, d'une maîtrise apparente. Bundy a bénéficié de cette hiérarchie instinctive des peurs, il paraissait appartenir au monde ordinaire. Voire au monde prometteur, il pouvait être perçu comme éduqué, organisé, maîtrise. Or, l'un des points les plus terrifiants du contexte de l'affaire, c'est précisément cela. Une société qui croit encore beaucoup à la lisibilité des apparences se retrouve confrontée à un homme qui transforme cette croyance en armée. Il ne ressemble pas, au premier regard, à si qu'on atteint un monstre. Et du coup, il obtient un temps d'avance. Le temps nécessaire pour parler, approacher. Séduire parfois, du moins des hommes. Si n'est pas un détail de personnalité, c'est un élément structurel du contexte. Parce qu'une culture qui confond respectabilité et sécurité laisse un boulevard à ceux qui savent imiter la première sans éprouver la seconde, les femmes. Dans cette période, expérimentent aussi un rapport ambivalent à la peur. D'un côté, elles gagnent du terrain socialement, géographiquement, symboliquement. De l'autre, les injonctions à la prudence ne disparaissent jamais. Ne rentre pas trop tard, ne marche pas sur les. Méfie-toi des inconnus, appelle quand tu arrives. Il y avait donc une contradiction permanente entre l'élan d'émancipation et le rappel incessant du danger. Bundy surgit exactement à quel endroit. Il devient l'incarnation extrême d'un avertissement déjà diffus dans la vie des femmes, mais il lui donne une forme plus insidieuse encore. Il ne confirme pas seulement que le monde peut être dangereux. Il démontre que le danger peut se présenter sous des traits qui neutralisent les mécanismes habituels de défense. Si n'est plus seulement la ruelle sombre ou le homme brutalement menaçant, c'est le homme blessé qui demande de l'aide. C'est la banalité sociale elle-même qui devient poreuse. Le contexte culturel rend alors l'affaire encore plus dévastatrice. Car elle n'attaque pas seulement les corps, elle attaque la capacité à faire confiance à la scène ordinaire de la vie civile. Il faut aussi évoquer le rapport du pays à la mobilité, l'automobile. Les trajets, les campus éloignés, les week-ends, les allers-retours, les parkings, les autoroutes, les station services, tout cela forme une étoile de fond décisive. Une société mobile offre plus de liberté, mais elle crée aussi plus d'angles morts. On quitte un endroit, on arrive ailleurs. On n'est suivi par aucune mémoire collective stable dans un petit quartier dense. La disparition d'une femme peut heurter immédiatement un réseau de reconnaissance dans des contextes de mobilité étudiante et interétatique. On disparaît parfois entre deux points, entre deux cercles. Dans un espace où personne ne possède toute l'image, Bundy prospère dans ces interstices. Il profite d'un monde qui bouge, ses victimes potentielles aussi bougent. Et si c'est toute l'ambivalence du contexte, si qui donne à ces jeunes femmes davantage de latitude pour vivre. Étudier, aimer. Voyager crée aussi les conditions d'une plus grande exposition à des prédateurs capables d'utiliser le déplacement comme camouflage. La question du charme est souvent mal comprise quand on parle de Bundy. On imagine parfois un charme éclatant, presque hypnotique, alors qu'il faut plutôt penser à quelque chose de plus fonctionnel, de plus froid, de plus opportuniste. Le contexte social valorise certains signaux de normalité masculine, les ondes verbales, la présentation, la capacité à sembler fiable, à s'y tenir correctement, à jouer le jeune homme convenable. Dans un monde où tant de rapports reposent sur des évaluations rapides, cela suffisait souvent à obtenir la seconde de trop. Le charme de Bundy, s'il faut employer ce mot, n'était pas une magie romantique, c'était une compétence de prédation sociale.
Et le contexte culturel lui donnait une efficacité redoutable parce qu'il reposait sur des codes profondément installés. Enfin, le contexte doit inclure l'après-coup, c'est-à-dire la manière dont le pays allait relire ces années en comprenant progressivement l'ampleur de ce qui s'est établi. Au moment où les crimes se déroulent, personne n'habite encore la légende de Bundy. Les victimes, leurs proches, les enquêteurs, les étudiants sur les campus. Tous vivent dans les présents fragmentés des faits, des disparitions, des inquiétudes, des rumeurs, des faux espoirs, mais plus le tableau se complète. Plus les années 70 apparaissent rétrospectivement comme le terrain idéal de cette trajectoire criminelle, jeunesse en mouvement, confiance partielle dans les apparences, cloisonnement policier, liberté plus grande mais protections encore incomplete, culture médiatique capable d'amplifier sans toujours comprendre, et surtout difficulté collective à accepter qu'un homme socialement lisible puisse être le lieu d'une noirceur presque industrielle, le contexte des meurtres de Ted Bundy. C'est donc bien plus qu'une toile de fond historique, c'est un système de conditions. Une Amérique vaste, mobile, séduite par ses propres signes extérieurs de normalité, encore lente à relire ses pieds, encore hésitante à croire certaines femmes disparues immédiatement menacées, encore malotile pour penser la prédation sérielle sous sa forme la plus adaptable. C'est dans cet ensemble que Bundy s'est inscrit, non comme une aberration tombée du ciel, mais comme une exploitation monstrueuse de failles bien réelles. Voilà pourquoi son histoire continue de glacer. Elle ne dit pas seulement qu'un homme a tué, elle dit qu'il a compris quelque chose du monde où il vivait. Quelque chose d'assez précis pour s'y déplacer longtemps avec une efficacité terrifiante, et lorsque l'on replace ces crimes dans ces contextes, on comprend mieux ce qui a rendu cette affaire si durable dans la mémoire américaine. S'il n'était pas seulement un prédateur, c'était un prédateur parfaitement ajusté à son époque. Et SIS Illusions, SIS Lentos et SIS Angles Morts. Le témoignage de la victime, dans une affaire comme celle de Ted Bundy, ne peut pas être traité comme une simple étape narrative coincée entre le contexte et l'attaque. Il doit être approché avec une prudence presque physique. Comme on entre dans une pièce où quelqu'un vient juste de se lever où sa présence persiste encore dans l'air, car avant d'être une victime dans un dossier, avant de devenir un visage sur un avis de recherche, avant d'être réduite à une date, à un lieu, à une chronologie, elle était une jeune femme vivante, occupée à quelque chose de simple, de concret, de profondément humain. Elle avait une manière à elle d'attacher ses cheveux, de pousser une porte avec l'épaule quand ses mains étaient prises, de rire trop fort avec ses amis, de relire distraitement un cours sans vraiment les mémoriser parce qu'elle pensait déjà à autre chose. Elle n'avançait pas dans sa journée avec la conscience d'être au bord d'une tragédie. Elle avançait comme avançant presque tous les êtres humains quand ils ne savaient pas encore que le monde a décidé de se refermer sur eux. Avec des préoccupations modestes, des impatiences ordinaires, des pensées incomplètes, des projets qui semblent encore avoir tout le temps de se déployer. C'est là qu'il faut commencer, pas dans l'image de la peur, mais dans celle de la vie. On peut l'imaginer sur un campus ou dans une ville universitaire, au milieu d'une fin de journée qui a cette qualité flottante des années de jeunesse. Il y a du bruit autour, des voix, des passes, des portes qui claquent, des moteurs place loin, du vent peut-être, ou une pluie légère qui oblige à rentrer les épaules. Elle porte des livres, ou un sac, ou rien du tout. Seulement cette fatigue diffuse qui accompagne les journées remplies, elle pense à un devoir à rendre. Un ami qu'elle doit rappeler, à l'argent qui lui reste pour la semaine. Et un rendez-vous repousse, à une chanson entendue place toute. À un visage qui lui revient, elle vit dans ce tissu de petites choses qui n'ont l'air de rien mais qui composent une existence entière.
dans le témoignage de la victime, il est essentiel de rendre cette matière-là. Pas pour embellir, mais pour empêcher le crime d'engloutir tout ce qui le précède. Car c'est ce que font les grands prédateurs. Ils volent aussi la narration. Ils prennent un élément de place dans l'histoire qu'on oublie presque la texture de ceux et celles qu'ils ont détruites. ICI. Il faut faire l'inverse. Il faut redonner à la jeune femme sa densité propre. Sa respiration, son tempo. Peut-être qu'elle se considère prudente, pas paranoïaque. Pas en alerte permanente, simplement prudente comme le sont tant de femmes à qui l'on a appris depuis l'adolescence à mesurer un peu plus le monde. Regarde derrière soi un marchand de nuit, n'est pas trop s'attarder dans certains endroits. Garde récits clés à portée de main, évaluer sans cesse des choses que les hommes n'évaluent pas toujours avec la même intensité. La distance entre soi et un inconnu, le temps d'une voix, l'insistance d'un regard, la lumière d'un parking, le bruit derrière soi, elle ne s'appellerait pas vulnérable. Aucune femme n'aime se raconter ainsi à elle-même quand elle essaye simplement de vivre, elle dirait plutôt qu'elle fait attention. Qu'elle sait, qu'elle a entendu des histoires, qu'elle n'est pas naïve, et c'est justement ce qui rend le témoignage de Bundy si terrible. Même dans sa reconstruction, ces victimes potentielles n'étaient pas des silhouettes absurdes marchant les yeux fermés dans le danger. Elles appartenaient au monde réel. Elles avaient des réflexes, des réserves, une intelligence sociale. Elles savaient qu'il existe des hommes inquiétants, mais elles vivaient aussi dans un monde où tout ne peut pas être lu comme une attaque en préparation. Si chaque demande d'y devenait automatiquement une menace, la vie en commun s'effondrerait. Le témoignage de la victime se situe exactement là, dans cette tension insupportable entre l'instinct de prudence et l'instinct de décence. Elle pourrait raconter une journée banale avec un réalisme presque tendre, le matin trop rapide. Le café avalé de travers, la sensation du foie sous les doigts. Une cause ennuyeuse, une autre place intéressante. Un ami croisé dans un couloir, une remarque sur les examens. Une promesse de se voir plus tard, une bibliothèque trop chaude. Un carnet avec des mots griffonnes dans la marge, un miroir aperçu aux toilettes et ses visages qu'on regarde sans vraiment le voir. Les vies de jeunes femmes visées par Bundy étaient faites de calaousie, d'un avenir en train de s'esquisser sans effacer. Elles n'étaient pas dans un récit noir, elles étaient dans une vie ouverte, et au cœur de cette ouverture, il y avait l'habitude de croiser des gens, de répondre, parfois d'aider, dans son témoignage. La victime ne dirait sans douter parce qu'elle faisait particulièrement confiance aux inconnus. Elle dirait peut-être autre chose. Quelque chose de plus vrai, qu'elle savait reconnaître quand une situation paraissait normale. Oh, le mal, ici, emprunte précisément la forme du normal, un homogène. Presentable, pas agressif d'emblée. Une blessure apparente, un besoin formulé de manière credible. Un objet à porter, une demande qui semble courte. Limitée, pratique. Toute l'horreur tient dans cette brièveté initiale, quelques secondes. Pas davantage. Le temps qu'il faut pour qu'une femme pèse très vite l'écoute morale d'un refus contre l'écoute invisible d'une confiance accordée. Le témoignage de la victime, s'il fallait l'approcher avec le plus d'honnêteté possible, ne serait pas celui d'une personne qui se jette sans réfléchir. Ce serait celui d'une personne qui évalue, qui hésite, qui se dit peut-être que cela prendra 2 minutes, que ce serait absurde de refuser à quelqu'un qui a l'air embarrassé, que tout autour d'elle semblait ordinaire, que des gens passent peut-être à distance, que le soleil n'est pas totalement couché, que rien ne justifie encore la panique. Et c'est là que Bundy se glisse? Dans l'intervalle minuscule entre le soupçon et la preuve, une victime de ce type de prédateur n'entre pas immédiatement dans la terreur pure. D'abord, il y a un léger malaise.
parfois même pas formulée, plutôt une vibration sous la peau. Quelque chose qui dévie imperceptiblement du cours normal. Le sourire trop stable. La demande un peu répétée. La proximité du corps. La manière de guider le mouvement. La voiture peut-être. Le poids soudain d'un détail qui n'avait pas compte une seconde plus tôt et qui devient brusquement trop présent. C'est ici que le témoignage devient presque insupportable. Parce qu'on y sent naître la conscience du danger alors qu'il peut être déjà trop tard. Elle pourrait dire quoi au début? Elle n'a pas pensé que je vais mourir. Personne ne pense qu'elle a tout de suite dans une scène qui se déguise encore en banalité. Elle a dû penser autre chose, quelque chose de bien plus humain, de bien plus confus, intense. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que je me sens soudain mal à l'aise? Pourquoi est-ce qu'il insiste? Pourquoi est-ce que l'espace me semblait tout à coup trop étroit? Le témoignage de la victime dans cette affaire. Doit aussi restituer le corps, pas le corps mort. Pas le corps violent comme objet d'enquête, mais le corps vivant qui comprend avant les mots. L'estomac qui s'est contracté, la nuque qui s'éteint, la respiration qui change, le cerveau qui passe d'un état social à un état d'alerte. Si passage est l'un des moments les plus tragiques qui soient, parce qu'il s'agit de la seconde exacte où la réalité se retourne. Une minute plus tard, il y avait encore plusieurs issues. Une minute plus tard, il se peut qu'il n'y en ait déjà presque plus. Or, cette transition ne doit pas être racontée comme un mécanisme froid, elle doit être approchée comme si qu'elle est. Un basculement intérieur d'une violence extrême. Une jeune femme comprend que ce qu'elle avait devant elle n'était pas un homme en difficulté, mais une volonté qui utilisait le masque de la difficulté pour approcher. À cet instant, elle n'est pas passive. Il faut le dire avec force, les victimes de bandits, comme tant d'autres, ne sont pas des silhouettes qui se laissent faire parce qu'elles auraient mal lu le monde. Elles deviennent, dans une fraction de seconde, des consciences en lutte. Elles cherchent une échappée. Une manière de rompre, un cri, un geste, une parole. Leur esprit travaille à une vitesse affolante. Est-ce qu'il y a quelqu'un près de moi? Est-ce que je peux partir maintenant? Est-ce que je peux le repousser? Est-ce que j'ai déjà trop tardé et au milieu de cette accélération? Il y a souvent encore une part d'incrédulité. C'est cela aussi. La tragédie, le réel met parfois un instant à accepter sa propre monstruosité. On se dit non, si il n'est pas possible. Pas comme cas, pas ici. Pas avec cet homme-là. Pas à partir d'une demande si banale. Cette seconde d'incrédulité est l'un des territoires que Bundy semble avoir su exploiter avec une efficacité terrifiante dans les témoignages de la victime. Il faudrait aussi entendre la solitude spécifique des jeunes femmes de cette époque en mouvement, non pas une solitude mélodramatique. Mais celle qui accompagne l'indépendance, une chambre universitaire, un appartement partagé ou non, une voiture, une vie qui commence à se construire en dehors du regard permanent d'espérance. Cette autonomie, si précieuse, comporte aussi un silence. Quand on disparaît entre deux lieux, entre deux horaires, entre deux habitudes, personne ne sait immédiatement. Et la victime, elle est, à l'instant où elle comprend que la situation se referme, doit sentir cela aussi d'une manière presque animale. Il n'y a peut-être personne pour voir tout de suite. Le monde autour continue. Les gens vivants, marchant, étudiant, riant, téléphonant, une radio jouée quelque part. Une course commence, une service est souillée une table. Et pendant ces items, quelque part dans cette trame ordinaire, une jeune femme luttait avec la vérité qu'elle s'est trompée de signe, qu'elle croyait encore être dans le quotidien et qu'elle se trouve désormais dans le territoire d'un prédateur.
Il faut faire très attention à ne pas transformer ces témoignages en fétiche de l'horreur. Le but n'est pas d'imaginer les détails cruels pour lui-même. Le but est de faire sentir ce que le crime a vraiment détruit. La confiance minimale est nécessaire au monde ordinaire. Une victime de bandit ne témoignerait pas seulement de sa peur, elle témoignerait aussi. Par sa simple existence interrompue, de ce qu'elle pensait trouver dans le monde autour d'elle. Une continuité, des études, un soir normal, une route. Une aide rendue à quelqu'un, si sont ces attentes élémentaires qui ont été trahies. Et dans cette trahison, il y a quelque chose de profondément féminin au sens historique du terme, non parce que les femmes se rendent naturellement plus confiantes, mais parce qu'elles ont si souvent été socialisées à arrondir les anglaises, à ne pas créer de conflits trop vite, à continuer d'être lisibles comme aimables même lorsqu'un malaise n'est en elle. Le témoignage de la victime porte la trace de cela. On y entendrait peut-être. La lutte entre le signal intérieur qui dit par cette le code appris qui dit ne soit pas ridicule, il a besoin d'aide. Ne dramatise pas, ne soit pas dure sans raison. Quelle cruauté de penser que ces petites phrases invisibles, inculquées pendant des années, on peut peser dans le temps exact où un prédateur attendait quelles pesantes. On imagine souvent les témoignages comme des récits cohérents. En vérité, si une voix des victimes pouvait nous parvenir de cet endroit-là, elle serait probablement fragmentée des sensations. Des images courtes, une main. Une odeur de voiture, le métaphore d'une poignée. Le bruit d'une portière, une montée de panique. Un coin de ciel, un tissu. Un battement de cœur si fort qu'il devient presque un bruit extérieur, le cerveau humain. Face au danger extrême. N'écrit pas en phrases élégantes. Il enregistre en éclat, et c'est peut-être ainsi qu'il faut imaginer cette parole empêchée. Pas comme un monologue limpide, mais comme une suite de perceptions qui se heurtent à l'idée impensable que l'on est en train d'être arraché au monde. Le plus bouleversant peut être. Est-ce qu'au milieu même de cette pure, la victime reste encore quelqu'un? Pas une fonction dans un récit, pas une preuve dans un dossier. Pas un futur titre de presse, quelqu'un qui pense à sa mère peut-être. You as une amie, you as un détail ridicule qui soudain remonte sans raison. Parce que l'esprit humain ne se comporte pas noblement sous la terreur, il va où il peut. Il attrape ce qu'il peut. Il tient à des choses absurdes ou minuscules parce qu'elles sont encore les dernières attachées au monde normal. Une chanson entendue le matin, un rendez-vous demain. Un livre à rendre, des chaussures qu'on aime bien. Une lettre à écrire, tout cela peut traverser une conscience menacée avec une force inimaginable. C'est aussi que la qui il faut rendre à la victime le droit à cette humanité complète. Désordonnée, non héroïque. Elle n'est pas seulement la personne qui a eu peur, elle est la personne qui, jusqu'au bord du gouffre, a continué d'être faite de souvenirs, de gestes, de petites choses, de volonté de vivre dans une affaire comme celle de Ted Bundy. Parler du témoignage de la victime, c'est donc tenter de rétablir une vérité essentielle. Le crime n'a pas commencé avec le sensationnel, mais avec une interruption brutale d'une vie en cours. Une jeune femme vivait, évaluait, choisissait, hésitait. Pensait, elle n'était pas destinée à illustrer la noirceur d'un homme. Elle avait sa propre ligne intérieure, et lorsqu'elle a compris le danger. Ce n'est pas une figure abstraite qui se trouvait face à lui, mais une personne entière. Avec son intelligence, ses réflexes, sa résistance, sa stupeur, sa dignité terriblement humaine. On ne saura jamais exactement quelles ont été ses derniers mots. Ni même si elle a pu informer, mais on sait quelque chose de plus important encore. Elle n'était pas en silence au départ, elle a été réduite au silence.
Et cette différence oblige le récit à une retenue, à une précision morale. Écrire son témoignage, s'il n'est pas prétendre parler à sa place avec arrogance. C'est refuser que le prédateur soit le seul à occuper la mémoire. C'est se pencher vers cette voix interrompue et essayer d'entendre. Sous la peur, la continuité d'une existence qui méritait tout sauf de finir capturée dans le théâtre mental d'un meurtrier. Avant d'être une victime de Ted Bundy, elle était une jeune femme en train de vivre. C'est là qu'il faut la retrouver, c'est là qu'il faut l'écouter. Et c'est là seulement que l'on peut comprendre l'ampleur du volume, l'incident. Dans l'affaire Ted Bundy ne commence jamais comme une explosion. Il commence presque toujours comme une scène qui pourrait appartenir à n'importe quelle journée. C'est précisément ce qui le rend si effrayant. Le crime, ici, ne surgit pas au milieu d'un décor déjà menaçant. Il ne s'annonce pas avec le visage évident de la brutalité. Il s'avance à pas souple dans la lumière ordinaire d'un campus, dans la banalité d'un parking. Sur un trottoir, près d'une bibliothèque, dans l'acte d'une voiture garée comme tant d'autres. Le piège prend forme à l'intérieur même de la normalité, où une jeune femme marche. Son sac au bras, ses pensées encore pleines de choses minuscules et urgentes à la fois. Encore un réviseur, un ami à retrouver. Une fatigue qui monte derrière les yeux, la perspective du soir. La météo, un rendez-vous, un détail de la journée. Et puis un homme entre dans son champ de vision. Pas un homme qui crie, pas un homme qui s'impose d'emblée comme une anomalie totale. Un homme qui semble avoir besoin de quelque chose, un homme qui présente un visage. Une voix, une posture assez compatible avec l'idée du monde ordinaire pour que l'alarme ne se déclenche pas immédiatement. L'incident commence là, dans cette minuscule zone grise où l'esprit humain cherche encore à classer ce qu'il voit sous la rubrique du banal. Peut-être a-t-il le bras immobilisé, peut-être tient-il maladroitement un objet. Peut-être demande-t-il un service de quelques secondes avec cette précision simple qui désarme. Il ne réclame pas l'impossible. Il ne propose pas l'inconcevable. Il demande quelque chose d'assez petit pour sembler plausible. Assez modeste pour n'exiger qu'un bref déplacement de confiance. C'est cela. Toute la mécanique du prédateur. Il ne fracasse pas d'abord les défenses. Il les contourne. Il se présente sous une forme que la politesse. L'éducation, la compassion rendant difficile à rejeter sans raison visible. Une femme n'ouvre pas grand sa garde parce qu'elle serait crédule. Elle l'introuve parce que la scène paraît encore appartenir au monde civil. À cette surface des interactions ordinaires où l'on répond, où l'on rend service. Où l'on ne transforme pas immédiatement l'autre en menace, l'incident. Alors, n'est-ce pas encore une violence claire? Il est une légère inflexion du réel, quelque chose qui devait se briser tout de suite. La jeune femme ralentit peut-être, répond, regarde, évalue. Son esprit travaille vite, mais à ce stade il travaille encore avec les outils du quotidien. Est-ce que cet homme est vraiment blessé? Est-ce qu'il demande simplement un coup de main? Est-ce qu'il y a du monde autour? Est-ce que cela prendra une minute? Rien, dans ces premières secondes. N'a encore la forme pure de la terreur. Il y a seulement une hésitation. Une pesée presque morale entre le refus et l'aide. Et c'est dans cette hésitation que Bundy a si souvent pris l'avantage. Il faut comprendre ce que cela signifie concrètement. Une jeune femme qui accepte d'aider ne fait pas seulement un geste pratique. Elle a franchi une frontière psychologique. Elle accepte de se rapprocher un peu. D'entrer dans le périmètre de l'autre, de croire qu'elle peut encore contrôler la situation. Elle pense peut-être qu'elle reste libre de partir, elle pense qu'elle garde une distance mentale. Mais le prédateur, lui, a déjà commencé à reconfigurer l'espace. Le trottoir n'est plus un trottoir. Le parking n'est plus un parking. La voiture n'est plus un simple objet guère parmi les autres.
how deviant piece d'un dispositif est dans le regard de l'homme, dans sa manière de se placer, de guider, de retenir l'attention. Il y a probablement déjà quelque chose de plus dense qu'une simple demande d'aide. Quelque chose d'un peu trop sûr, d'un peu trop lissé. Mais la conscience met parfois une seconde de trop à donner un nom à ce pourquoi. C'est là que l'incident véritable commence. Au moment où le malaise remplace la neutralité, une seconde place toute. La situation était peut-être gênante ou légèrement étrange. Une seconde plus tard, elle devient fausse, puis dangereuse. Le corps comprend souvent avant les mots. Une tension dans la nuque, le ventre qui s'est contracté. Un battement de cœur plus fort, une sensation de chaleur ou au contraire de froid brutal. Le cerveau, soudain, cessait de fonctionner sur le registre social habituel. Il basculait dans le calcul. Où est la sortie? Qui regarde? Est-ce que j'ai pu m'éloigner maintenant? Est-ce qu'il m'a déjà trop rapproché de la voiture? Est-ce que je peux dire non? Est-ce que je vais le vexer? Est-ce que cette peur est fondée ou est-ce que je dramatise l'une des dimensions les plus atroces de l'incident? Dans le cas de Bundy, c'est précisément cette lutte intérieure entre l'alarme instinctive et l'habitude apprise de ne pas se montrer absurde. Grossière ou injuste, beaucoup de femmes vivant avec cette tension depuis l'adolescence. Elles savent qu'il faut être prudentes, mais elles savent aussi qu'on leur a appris à ne pas humilier sans raison. À ne pas voir le mal partout. À rester lisibles comme civilisés. Un prédateur qui maîtrise bien son rôle sait exploiter si de l'immoral. Il sait que la peur ne devient action que lorsqu'elle s'autorise à se croire. Et il travaille précisément à empêcher cette autorisation. L'incident progressait alors comme une fermeture progressive. Pas forcément avec un éclat immédiat, mais avec un rétrécissement. L'espace qui paraissait ouvert se resserre, la conversation n'est plus une conversation. La proximité n'est plus négociable, la voiture prend une présence écrasante. Le ton de l'homme change peut-être à peine, et pourtant tout a déjà changé. La violence ne se manifeste pas toujours d'abord par un geste spectaculaire. Elle peut commencer par la révélation brutale que le masque ne sert plus à rien. À un moment, l'homme n'a plus besoin de paraître embarrassé. Il n'a plus besoin d'être celui qui demande. Il devient celui qui impose. Et la femme comprend alors, avec cette clarté glacée propre aux secondes irréversibles, que le décor tout entier était de place sous ses pieds. Le parking en plein jour. La route, le campus, le lac, peu importe le lieu exact. N'est-ce plus un lieu public au sens protecteur du terme? Il devient une scène isolée. Découpée par la volonté d'un seul homme, cette découverte est une secousse mentale presque plus terrible encore que le premier geste de violence. Elle signifie que la réalité n'était pas ce qu'elle prétendait être il y a une minute. Elle signifie aussi que la jeune femme n'a pas seulement rencontré un homme dangereux. Elle a rencontré un homme qui a préparé la scène pour que le danger paraisse d'abord impossible à croire. À partir de là, l'incident cesse d'appartenir à la grammaire du quotidien. Il entre dans celle de la survie. Et qu'il faut rendre dans un récit digne de ce nom. C'est ce que la victime ne devient jamais passive par essence, même lorsque le rapport de force bascule. Même lorsque la peur surgit avec toute sa brutalité, son esprit continue de lutter. Il mesure, tente, anticipe, il cherche une fissure dans le piège. Il y a peut-être un mouvement de recul, un refus. Une phrase plus sèche, une tentative de briser le scénario impose. Le problème, avec un homme comme Bundy, tient à sa capacité à réduire très vite cet espace de négociation. L'incident n'est pas seulement un affrontement physique. C'est un rap de rythme. Tant que la scène avance au rythme ordinaire du monde, la victime garde d'esprit cesse. Dès que le prédateur impose le sien, tout se dérègle, le temps se condense. Chaque seconde devient plus lourde, les pensées se bousculent.
La peur cesse d'être abstraite, elle devient matière. Une pression dans la poitrine, un bruit de soufflet. Un cri qui monte ou se bloque est au milieu de cela. La part la plus humaine de toutes, l'incrédulité. Pas encore, pas comme cas. Pas lui, pas maintenant. Cette incrédulité n'est pas de la faiblesse, c'est la résistance même du monde ordinaire à l'idée qu'il est en train de s'effondrer. Il est difficile, dans une affaire comme celle-ci, de raconter l'incident sans sombrer dans la complaisance. Il ne faut pas. Ce qui compte n'est pas de détailler la violence comme un spectacle. Ce qui compte, c'est de montrer comment elle prend, comment elle se construit. Comment un homme parvient à transformer une interaction sociale en piège, comment une jeune femme passe. In un temps infime, de la simple attention polie à la conscience foudroyante qu'elle n'est plus dans une situation récupérable par les règles ordinaires. L'incident est une rupture du monde. Avant. Il y a encore le langage du quotidien. Après. Il n'y a plus que la domination. Et c'est cette transition qui fait de Bundy un prédateur si emblématique. Il ne surgit pas un ennemi déclaré. Il entre dans la scène par la confiance minimale que demande toute vie en société, puis il la retourne. Il y a, dans ce type d'incident, une solitude spécifique qui mérite d'être dite. Une jeune femme peut se trouver entourée de gens à une certaine distance, dans une zone pourtant fréquentée, et devenir néanmoins terriblement seule au moment où le danger s'est refermé, parce que personne ne lit encore la scène comme elle commence à la lire, parce que tout, de l'extérieur, peut encore ressembler à une interaction banale, deux personnes près d'une voiture. Un échange de quelques secondes, un homme qui semble gêné. Une femme qui semble aider. Voilà l'un des aspects les plus claquants. Le crime est au cœur même de ce que les témoins potentiels, s'il y en a, pouvant prendre pour la vie normale, le prédateur s'abrite derrière la lisibilité banale de la scène. Et lorsque la situation bascule vraiment, il est souvent déjà trop tard pour que cette banalité protégée encore qui que ce soit. L'incident continue alors de se refermer, comme une mâchoire qui n'avait montré d'abord que des lèvres tranquilles. Le monde extérieur, lui, poursuit sa route. Des étudiants discutent ailleurs. Une voiture passe, une porte claque. Une radio joue dans un bâtiment, le ciel change de couleur. Quelqu'un rit, rien ne se suspend. C'est aussi qu'elle accueille les crimes sériels si insoutenables à penser. Il n'interrompt pas le monde. Il le parasite. Il glisse à l'intérieur de sa continuité. Une jeune femme peut être en train de comprendre qu'elle est perdue à l'oscur, tout autour. La vie continue avec une indifférence absolue. Il n'y a pas de signal cosmique. Pas de musique, pas de rupture visible pour ceux qui ne savent pas. Il n'y a qu'une conscience humaine prise dans l'instant où la politesse cesse de fonctionner, où la demande d'aide n'était pas une demande, où le sourire n'était pas une garantie, où la voiture n'était pas un décor mais inutile. Si l'on veut raconter l'incident avec justesse, il faut aussi comprendre que Bundy ne se contentait pas de choisir des victimes. Il choisissait des circonstances. Il semblait rechercher si est endroits mentaux où la méfiance est freinée par la vraisemblance. Une plage de journée encore acceptable. Un lieu semi-public. Un personnage de jeune homme blessé ou empêché. Une demande assez concrète pour ne pas paraître absurde. Cela signifie que l'incident n'est pas un déchaînement d'improvise. Il est inamant. Pensez comme un scénario d'approche. C'est ce qui le rend si fort. Le premier acte du crime n'est pas la violence physique. C'est la fabrication d'une scène où la victime acceptera de se tenir juste assez près. Juste assez longtemps. Une fois cette proximité obtenue, tout le reste devient possible. Et quand le masque tombe, il tombe brutalement. Il n'y a plus de raison de maintenir la comédie. Ce qui apparaissait comme maladresse révèle soudain sa fonction réelle.
Ce qui ressemblait à une demande révélait qu'il s'agissait d'une leurre. Ce qui ressemblait à un homme ordinaire révélait une volonté bien plus sombre. Compacte, déterminée. Dans la mémoire collective, l'incident bondien a fini par prendre une dimension presque emblématique. Non pas parce qu'il serait unique dans l'histoire criminelle, mais parce qu'il condense une pure trace moderne. Celle du danger intelligent, socialement lisible. Capable de s'habiller des signes mêmes de la confiance, ce n'est pas seulement un homme qui attaque. C'est un homme qui comprend les codes de la vie ordinaire et les retourne contre celles qui les pratiquent. Voilà pourquoi tant de femmes. Bien après les années 70, on continue de se reconnaître dans ce type d'histoire avec un frisson particulier. Non parce qu'elles imaginent rencontrer Ted Bundy lui-même, mais parce qu'elles reconnaissent ces moments où l'on hésite à être trop méfiante, où l'on redoute d'avoir l'air ridicule, où l'on sait qu'une seconde d'ouverture peut devenir un piège, sans pourtant pouvoir vivre en transformant chaque inconnu en menace certaine. Toute la cruauté du prédateur tient dans cette exploitation de la vie possible. Au fond, l'incident dans l'affaire Bundy n'est jamais seulement la minute où il attaque. C'est la minute où il transforme la scène ordinaire en scène de prédation. La demande devient manœuvre. La courtoisie devient point d'appui. La voiture devient frontière. Le lieu public devient espace privé de terreur et la jeune femme, qui croyait encore être dans le monde normal, comprend trop tard qu'elle est attirée hors de lui sans presque s'en apercevoir. C'est cette translation invisible qui constitue le véritable cœur du drame, la violence. Bien sûr, vient ensuite. Mais le point de rupture décisif, celui qui hante le plus durablement les imaginaires. C'est cet instant antérieur où rien ne semblait encore irrémédiable, où tout aurait pu rester banal si le homme en face avait réellement de celui qu'il prétendait être. Toute l'horreur de Bundy est là. Il n'entre pas dans la vie de ses victimes comme un cauchemar annonce. Il y entre comme une fausse parenthèse ordinaire, et c'est précisément pour cela que l'incident, dans son histoire, dépasse la simple chronologie criminelle. Il devient le symbole d'un type de mal qui ne demande pas qu'on le laisse entrer par force. Il demande seulement qu'on lui accorde quelques secondes, le bénéfice du monde normal. Une fois ce bénéfice obtenu, on n'a pas quoi refermer la main. La scène de crime, dans l'affaire Ted Bundy, n'est jamais seulement un lieu. C'est une déchirure ouverte dans le tissu du réel. Une preuve muette que quelque chose d'absolument étranger à la vie ordinaire est venu se déposer, s'y imposer. Puis s'en retirer en laissant derrière lui non seulement la mort, mais une forme de contamination invisible. Avec Bundy, cette scène n'apparaît pas toujours tout de suite. C'est même l'un des premiers éléments qui rendent l'affaire si vertigineuse pour les enquêteurs. Bien souvent, il n'y a pas d'appartement soudain silencieux, pas de porte forcée, pas de chambre figée autour d'un corps découvert quelques heures plus tard. Il y a d'abord une disparition. Une vidéo, une jeune femme qui aurait dû rentrer. Téléphoner, apparaître en course, rejoindre une amie, reprendre sa voiture. Et puis, à la place, s'évaporer dans l'espace immense du quotidien américain, la scène de crime. Dans ces conditions, n'est pas immédiatement visible. Elle est dissoute dans le paysage. Elle peut commencer sur un parking, près d'un lac, à la sortie d'un campus, sur une route secondaire, dans une voiture dont les portières se referment sans bruit excessif. C'est là que réside une partie de l'horreur spécifique à Bundy. Il ne laisse pas toujours un théâtre évident de la violence. Il laisse parfois seulement un dernier point connu, une zone d'incertitude. Un endroit où quelqu'un a perdu quelque chose qui, sur le moment, n'avait pas encore la forme d'un crime. Les premiers indices naissent donc souvent dans le retard. Dans le décalage, dans ces temps perdus au long cours encore d'un contretemps, à une erreur, une absence provisoire,
Puis la réalité s'est durcie. Une jeune femme manquait à l'appel trop longtemps. Une famille s'inquiétait. Une amie a dit qu'elle n'aurait jamais disparu sans prévenir. Une voiture est retrouvée là où elle ne devrait pas être laissée. Un sac. Un cahier. Une veste. Des objets de tous les jours demeurant à leur place alors que leur propriétaire, elle, ne revient pas. Et soudain, le paysage ordinaire commence à se charger d'une gravité nouvelle, si équi. La veille encore, n'était qu'un parking de campus devient potentiellement le bord d'un abîme. C'est qui n'était qu'un chemin fréquenté devient la dernière ligne visible avant la néant, la scène de crime. Dans l'affaire Bundy, est donc d'abord d'une absence mise en tension par le décor. Un lieu public qui continue à exister et être traverse. Utilise. Ignore. Alors même qu'il a pu être servi d'entrée à l'enfer, il faut imaginer le travail des premiers enquêteurs face à ce type de disparition. Ils ne pénètrent pas toujours dans une pièce close où tout semble parler d'une seule coupe. Ils doivent lire des lieux plus pauvres en certitudes. Plus exposés au hasard, plus avalés par la vie courante. Un parking n'a pas de mémoire propre. Une route secondaire ne garde pas les gestes. Une rive, une allée. Une zone boisée, une voiture déplacée d'un point à un autre. Tout cela complique immédiatement la lecture. Le crime n'a pas seulement eu lieu. Il a eu lieu dans un monde qui continue à tourner. Les pneus d'autres voitures passant. La pluie est tombée, le vent emportait des traces. Des passants marchant, des étudiants parlant. Des jours s'ajoutant au silence, chaque heure qui passe n'est pas neutre. Elle travaille pour le tueur, elle émousse. Recouvre, disperse. Ainsi, les premiers indices. Dans cette affaire, non jamais l'évidence dramatique qu'on aimerait leur prêter presque. Ils sont modestes, fragmentaires. Parfois presque dérisoires en apparence. Un témoignage. Une description d'homme au bras en écharpe ou en plâtre. Un Volkswagen aperçu. Un échange de quelques secondes. Une silhouette. Une demande d'aide. Rien qui, précis seulement, ressemble d'abord à la signature définitive d'un tueur en série. Et pourtant, c'est dans cette pauvreté même que réside leur importance. Car Bundy construit précisément des scènes où la violence initiale se dissimulait sous le masque de l'ordinaire. Le premier indice n'est donc pas toujours matériel. Il est comportemental. Un homme qui semble blessé. Un homme qui demande un service. Un homme qui parle suffisamment bien pour ne pas éveiller immédiatement l'alarme. Cela, à première vue, n'est pas une épreuve, mais à l'échelle d'une série. Cela devient une grammaire. Les enquêteurs apprennent peu à peu à regarder autrement ce qui, dans une autre affaire, aurait semble anodine. La politesse n'est plus seulement de la politesse. Elle devient stratégie possible. Une posture d'embarras n'est plus seulement qu'une posture d'embarras. Elle devient dispositif d'approche. La scène de crime, mime invisible, commence alors à se dessiner comme une architecture de tromperie. Si un témoin a vu une jeune femme parler, ou un homme paraissant avoir besoin d'aide. Si cette jeune femme n'a jamais reparu, si d'autres témoignages semblables émergent ailleurs, alors le lieu de la rencontre se transforme rétrospectivement. S'il n'était pas un simple lieu de passage, c'était une zone d'amorce, un sol. Le début d'un scénario de prédation. Si renversement est capital. Il signifie quoi dans l'affaire Bundy? Les premiers indices obligeant la police à relire le banal comme potentiel instrument criminel, une voiture. Par exemple, prennent une importance énorme. Non pas seulement comme moyen de transport, mais comme prolongement du piège. La voiture permet d'isoler, de déplacer, d'effacer la continuité entre le lieu d'approche et le lieu réel de la violence. Elle coupe la scène en deux. Parfois en trois. Le premier endroit où la victime a été vue n'est peut être pas celui où elle a été maîtrisée.
et ces derniers n'est peut-être pas non plus celui où son corps sera abandonné. Cette fragmentation de l'espace constitue l'un des grands avantages du prédateur et l'un des grands cauchemars de l'enquête. Car à partir du moment où le crime voyage, la scène se morcelle. Elle cesse d'être un rectangle qu'on peut isoler avec du ruban. Elle devient une chaîne de lieux partiels, chacun conservant peut-être un lambeau de vérité. Mais aucun ne la portant tout entière, le parking livre le témoignage. La voiture livre peut-être une trace minuscule. Une route secondaire livre un autre détail. Une zone boisée livre les restes longtemps après. Entre ces lieux, un homme circule avec son secret, important avec lui les centres invisibles de la violence. Les premières découvertes de corps ou de reste, lorsqu'elles ont lieu, changeant évidemment la nature de l'enquête. Elles donnent enfin un point de gravité matérielle, si qui n'est taillé jusqu'à la croissance. Hypothèse, angoisse suspendue. Mais elles apportent aussi un choc particulier, parce qu'elles déplacent la scène de crime dans des lieux de relégation. Ravens, sous-bois. Pentes, zones isolées. Indroit sur la nature, indifference. Poursuit son cycle pendant que les enquêteurs cherchent encore à comprendre la OSI. Tout parler d'une personnalité criminelle spécifique. Le prédateur n'a pas su les mentir. Il a choisi de soustraire. Il a voulu que le corps soit rejeté hors du monde visible. À distance des espaces civils, hors du flux des étudiants, des voitures, des conversations. Cette décision est déjà un indice. Elle révèle une volonté de contrôle prolongée. Une conscience aiguë du regard des autres, une capacité à gérer le temps et l'espace après l'acte lui-même. Les enquêteurs découvrent alors non seulement une victime, mais aussi quelque chose du rapport du tueur à la disparition. Il ne laisse pas simplement derrière lui une scène, il fabrique de l'absence. Puis il l'ancre dans un meurtrier, presque comme s'il voulait arracher jusqu'au dernier moment du crime à la communauté des vivants. Ces signes tardivement découverts sont particulièrement cruels parce qu'elles imposent aux proches une double temporalité. Il y a eu le temps de l'espoir, même fragile, même déjà assombri, puis le temps de la certitude terrible entre les deux. Les lieux ont vécu sans cesse, le vent a soufflé. Les branches ont bougé, la pluie a pu tomber. Le soleil s'est levé de couche plusieurs fois sur l'endroit exact où reposaient ces quilles cherchantes. Cette idée seule suffit à donner à la scène de crime une profondeur presque insupportable. Ce n'est pas seulement un espace où la violence est inscrite. C'est un espace qui garde le silence pendant que d'autres cherchent encore à nier l'évidence. Les premiers indices matériels, lorsqu'ils existent, sont donc entourés d'un retard tragique, mais cela ne les rend pas moins éloquents. Au contraire, une fibre, une trace de lutte, une marque discrète, un objet abandonné, un témoin qui se souvient d'une voiture, d'une plaque partielle, d'un homme apparemment blessé. Voilà des éléments qui, sur le moment, semblent presque maigres face à l'ampleur de l'absence, et pourtant, ce sont eux qui commencent à dessiner le contour d'une méthode, car avec Bundy, l'essentiel ne réside pas seulement dans la force brute, il réside dans l'approche, dans la mise en scène préalable, dans l'usage de la normalité comme d'un outil. Les premiers indices des lois ne parlent pas seulement d'une scène, ils parlent d'un mode d'entrée. Ils révèlent qu'un homme sait comment neutraliser la méfiance initiale sans provoquer d'alarme immédiate. Voilà pourquoi l'enquête, à mesure qu'elle progresse, accorde une valeur immense aux témoignages de dernière apparition. Qui a vu la victime en dernier, dans quelles circonstances? Avec qui, à quelle heure? Dans quel état d'esprit, près de quel véhicule? Sous quel prétexte? Dans beaucoup d'affaires criminelles, on pense d'abord à ce qui s'est passé pendant le meurtre. Ici, il faut penser d'abord à ce qui l'a rendu possible, le premier indice.
C'est parfois la nature même de l'heure, une demande d'aide. Une parent soignée, un homme qui n'écrit pas, qui ne brusque pas tout de suite, qui essaie d'occuper l'espace social de façon crédible. Ces éléments ne se rangent pas facilement dans un sachet de preuves, mais ils sont fondamentaux. Ils indiquent aux enquêteurs qu'ils ne cherchent pas seulement un agresseur impulsif, ils cherchent un prédateur qui planifie son accès à la victime. Qui réfléchit à la scène avant même qu'elle ne devienne scène de crime. Cette intelligence pratique de l'approche peut être l'un des premiers indices psychologiques les plus puissants du dossier. Elle dit que l'homme ne dépend pas du hasard il le prépare. Il le provoque. Il se sert des règles ordinaires du monde pour conduire l'autre juste assez loin. Une autre caractéristique essentielle des premières scènes Lisa Bundy, c'est qu'elles obligeant la police à penser à travers les frontières. Les indices ne restent pas contenus dans un seul commissariat, un seul campus. Une seule ville, une disparition dans un état fait écho à une autre dans un autre état. Un témoin parlait d'un homme blessé ici, ailleurs. Une autre jeune femme a été vue pour la dernière fois avec un homme dont le comportement semble étrangement proche. Peu à peu, la scène de crime cesse d'être locale. Elle devient réseau, et si réseau. Au début, est difficile à faire reconnaître. Précisément parce qu'aucun lieu n'importe à lui seul toute la vérité. Les enquêteurs doivent apprendre à lire dans l'écho. Dans la répétition partielle, dans la récurrence d'éléments qui, isolés, seraient trop faibles. Mais qui, ensemble, deviennent vertigineux, une voiture de MINUIT, une méthode d'approche semblable, des victimes de profil proche, des zones universitaires, des déplacements. Tout cela forme les premiers grands indices d'une série, non pas au sens spectaculaire, mais au sens presque musical du terme, un même motif revient, avec des variations à travers des lieux différents. Il faut imaginer que cela produit dans les bureaux d'enquête, des cartes étalées, des punaises, des listes de disparus, des yeux de dernière apparition, des marques tracées d'un état à l'autre. La scène de crime ne se réduit place à une prairie, un parking ou un sous-bois. Elle s'étend sur la géographie même. Le tour transforme les routes américaines en couloirs de silence. Et cette mobilité complique la lecture des premiers indices autant qu'elle leur donne leur pleine signification. La distance entre les lieux n'efface pas leur parenté. Elle la rend plus difficile à prouver. Voilà tout. Parmi les premiers indices, il y a aussi ceux qui ne concernent pas uniquement les lieux. Mais le fait laissé sur ceux qui ont vu le prédateur sans le savoir encore. Un témoin raconte un homme trop blessé. Un autre se souvient d'un détail vestimentaire. Une survivante. Si elle existe dans le faisceau d'affaires, et une femme qui a refusé d'aller place loin. Décrire peut-être une impression étrangère. Entendre. Une insistance, une manière d'occuper l'espace. These perceptions competent énormément, parce qu'un homme comme Bundy n'est pas seulement reconnaissable par ses traces physiques. Il l'est aussi par la forme qu'il donne à la scène avant qu'elle bascule. Les premiers indices, en ce sens, sont autant comportementaux que matériels. Ils disent qu'on a affaire à quelqu'un qui sait jouer un rôle, soutenir un regard, adapter son masque à la situation. Cette maîtrise apparente, cette capacité à rester dans les contours de la normalité juste à ces longs termes constitue l'un des indices les plus claquants de toute l'affaire. La scène de crime, alors, commence avant la violence visible. Elle commence au moment précis où le théâtre social est manipulé pour rapprocher la victime du piège. Les lieux où l'on retrouve des corps ou des restes, livrant une autre catégorie d'indices. Plus sombres encore. Ils révèlent parfois non seulement la volonté de tuer, mais une relation prolongée à la victime comme objet de domination. On comprend que l'homme ne se contente pas de faire disparaître, il choisit. Transport.
Abandon. Organise l'après. Si rapport au corps. Au lieu d'abandon, au temps la laisser à la nature ou au hasard avant la découverte. Tout cela parle. Cela dit quelque chose d'une personnalité criminelle profondément contrôlante. Capable de compartimenter, de revenir à la vie ordinaire après avoir déplacé l'horreur loin des regards. Les enquêteurs lisent cela dans la topographie, dans le choix de lieux reculés. Dans le fait que les crimes semblent demander non seulement de la violence, mais de la gestion. On n'a pas affaire à un homme débordé par une pulsion brève, on a affaire à quelqu'un qui sait quoi faire après. Et c'est l'un des premiers indices les plus terrifiants, parce qu'il suggère déjà la répétition possible. Un tour qui s'organise est un tour qui peut recommencer. Plus l'enquête avance, plus chaque signe découverte, chaque disparition. Chaque témoignage, chaque voiture aperçue. Chaque appel, chaque détail de comportement devient une piste de mosaïque. Mais au commencement, ces pistes n'ont rien d'évident. Elles flottante. Elles paraissent presque trop peu de choses face à la masse du mal. Voilà pourquoi les premiers indices dans l'affaire Bundy ont quelque chose de tragique. Ils sont là. Ils existent, mais ils ne crient pas. Ils chuchotent à peine, et il faut du temps. Des recoupements, des erreurs. D'autres victimes parfois, pour apprendre à les entendre. Une jeune femme disparue après avoir été vue parlant à un homme au bras immobilisé, un Volkswagen. Un comportement poli, une route. Un lieu isole, ce sont des fragments. Pourtant, dans ces fragments se cache déjà toute la logique du prédateur. La scène de crime est les premiers indices dans cette affaire. Ne racontent donc pas seulement ce qui s'est passé. Ils racontent comment le crime a été rendu possible par le camouflage. La mobilité, la fragmentation des lieux et la banalité trompeuse du premier contact. Ils montrent que l'horreur n'a pas toujours besoin d'un décor lugubre. Elle peut surgir d'un espace ensoleillé. D'un campus vivant, d'un parking quelconque. Puis se dissoudre dans les kilomètres, ce qui fait la force noire de l'affaire Bundy. C'est précisément cela, le crime n'habite pas un seul endroit. Il traverse les endroits, utilise leur neutralité apparente, puis laisse derrière lui des indices assez discrets pour n'être compris qu'après coup, et lorsqu'ils sont enfin compris, ils composent une image terrible, celle d'un homme qui s'avait comme un transformer, un guest died un point d'entrée. Une voiture, un espace de capture, une route, un corridor de disparition. Et un lieu isolé en scène finale où le monde, pendant un temps, ne regarderait pas. L'enquête sur Ted Bundy n'a pas progressé comme une marche triomphale vers la vérité. Elle a d'abord ressemblé à un immense couloir de portes entrouvertes sur du vide, sur des demi-certitudes, sur des intuitions trop faibles pour soutenir à elle sous les poids d'un homme. C'est ce qui rend cette partie du récit si essentielle et si troublante. Lorsqu'on regarde l'affaire rétrospectivement, on a l'illusion qu'un monstre aussi célèbre de Whiteforcement laisse derrière lui une ligne claire. Un motif si net qu'il suffisait de le suivre, mais dans le présent de l'enquête. Rien n'avait cette purette, il y avait des disparitions. Des témoignages partiels, des descriptions qui se ressemblaient sans coïncider parfaitement. Des juridictions éloignées les unes des autres, des enquêteurs travaillant avec des outils encore incomplets. Et surtout cette fatigue immense, presque honteuse, de comprendre qu'un homme pouvait probablement continuer à circuler pendant que les pays essayaient encore de se convaincre qu'il avait affaire à une suite de drames distincts. C'est dans cet espace de confusion qu'est née l'impasse. Une impasse non pas faite d'absence totale de pistes, mais au contraire d'un excès de pistes, d'un trop plein de possibilités qui empêchaient de saisir le centre, car un grand prédateur ne se contente pas de laisser la peur derrière lui. Il laisse aussi une traînée de récits concurrents. Chaque disparition produit sa propre panique.
Chaque famille son propre cercle d'hypotheses. Chaque police locale CS suspect. CS intuitions. SS angles morts. Et tant que ces cercles restent séparés, le tueur profite précisément de cette fragmentation. Dans l'affaire Bundy, les premières années de l'enquête ont été marquées par cette difficulté presque structurelle à faire tenir ensemble circuits. Pour les victimes et leurs proches, former déjà une expérience commune de l'horreur. Une jeune femme disparaît dans l'État de Washington, une autre en Utah. Une autre au Colorado, une autre en Floride plus tard. Entre ces points, les kilomètres. Les procedures, les différences de services et les lenteurs administratives ouvrant un espace dans lequel le doute prolifère. Cherche tournant sur l'homéoplusie, une série cohérente ou une constellation de crimes que l'époque poussait à rassembler parce qu'elle a besoin d'un centre. Cette question, qui paraît aujourd'hui presque académique, était alors une question brûlante, car de sa réponse dépendaient les priorités. Les moyens, le ton public. La forme de la peur est la manière même de lire les indices si l'on croit à un seul auteur. Chaque détail prend soudain une valeur interrétatique si l'on n'y croit pas encore. Chaque affaire continue de s'enliser dans sa solitude locale. Les enquêteurs travaillent donc dans une zone de tension permanente entre l'urgence de relier et la prudence de ne pas fabriquer artificiellement une unité séduisante. Pendant ces temps, Bundy, lui, avant-caïd. C'est cela qui donnait à cette phase du dossier une tonalité presque insupportable. Les policiers n'étaient pas face à un crime avec qu'il suffirait de reconstituer patiemment. Ils étaient engagés dans une course contre un homme mobile, adaptable, capable d'entrer dans des paysages humains très différents, sans perdre l'efficacité de son approche, son mode opératoire. Adjustment rendait l'enquête encore plus difficile. Il ne surgissait pas toujours comme un assailant évident, il apparaissait souvent comme un homme blessé. Embarrassé, poli,